Tout le monde parlait à l'époque de liberté financière. Toi, tu allé beaucoup plus loin, tu as parlé d'influence financière. C'est celui d'utiliser ce vecteur, celui de l'argent, mais de l'utiliser à bon escient. Où en France, un petit peu, on t'interdit de rêver. Si vous avez des rêves, si vous avez envie, si vous avez des objectifs, donnez-vous les moyens d'y arriver. Sortez-vous les doigts du cul. Moi, j'avais un rêve. Ce rêve, c'était qu'un mec lise ce livre et que ce soit le nouveau Elon Musk de demain. Moi, j'ai tendance à dire, je suis un mec ordinaire qui est en train d'essayer de faire des choses extraordinaires. L'idée, c'est pas de payer des impôts le problème. L'idée, c'est de savoir où va l'impôt. Je préfère faire 1 million avec 35-40% de marge, 2 fois quand même dans 20 ans de vie, de retomber à plat, à moins que rien. Hassan, en quelques années, il est devenu un entrepreneur hors pair qui est passé de fauché à millionnaire en moins de 10 ans, du jour au lendemain, comme il le dit si bien. Il fait partie des tout premiers entrepreneurs que j'ai suivis sur YouTube et son parcours m'a profondément marqué. Auteur de 2 livres dont un best-seller, il est aujourd'hui un investisseur aguerri, notamment dans l'immobilier. Mais ce qui le distingue, c'est sa vision unique. Il est le seul à avoir parlé d'influence financière. Et aujourd'hui, il est là pour nous partager son savoir. Préparez-vous à avoir une vision unique en matière d'influence financière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 2e épisode de la série du podcast Cash. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, le concept de cette émission et ce podcast un peu particulier où je reçois des invités, un invité par mois, dans lesquels on va parler cash, on va parler investissement, on va parler entrepreneuriat, argent, dev perso, fait d'actualité. Je ne connais pas les questions, on va aborder 3 thématiques qui m'ont été envoyées par l'équipe. On va les découvrir ensemble et on va essayer de vous partager un maximum de valeur par rapport à toutes ces questions. On va y répondre avec mon invité d'aujourd'hui. J'ai l'immense privilège et l'honneur de recevoir ce 2e invité, Hassan. Bonjour Hassan, merci d'être là. Bonjour Mika, merci à toi. Et comment tu vas ? Nickel, très heureux d'être là. Bon, super. Hassan, avant qu'on aborde un petit peu les thématiques de ce podcast, est-ce que, en quelques mots, tu pourrais te présenter, te définir un petit peu pour la commune qui ne te connaît pas, quel business tu as, ce que tu fais. Très rapidement, je vais avoir 43 ans, ça fait plus de 23 ans maintenant que j'entreprends. J'ai fait un peu tout dans l'entrepreneuriat, dans le business physique. J'ai monté des magasins de prêt-à-porter, j'ai fait des entreprises de bâtiment, j'ai fait de la restauration, de l'hôtellerie. J'ai beaucoup investi dans l'immobilier. J'ai eu surtout aussi fait beaucoup de faillites, ce qui fait partie de mon cursus d'entrepreneur et que j'aime à rappeler un vrai diplôme d'entrepreneur. Je suis papa de 3 enfants, j'habite le nord de la France, je suis encore en France, mais je pense qu'on va en parler. On va en parler de tout ça, effectivement. Que te dire de plus ? Je suis présent sur les réseaux sociaux depuis 2011 maintenant, donc ça commence à faire un bout, et puis voilà. Depuis 2011, ouais. Et c'est vrai que, alors, avant d'aborder les thématiques, mais juste pour la partie un peu de la commu, moi, tu as fait partie des gens, les premiers personnes que j'ai suivies sur les réseaux, il y a 3-4 ans, il y a 4 ans. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Que finalement, je vous l'ai dit déjà, on l'avait évoqué avec Jody lors du premier épisode, mais c'est l'importance de croire en soi, l'importance des rêves, on l'évoquait en off tout à l'heure, où en France un petit peu on t'interdit de rêver. Et moi simplement les amis, c'est juste pour vous dire, je suis la preuve vivante que, vous le savez, j'ai grandi un petit village de 350 habitants, je connaissais pas grand monde, sur Paris, ça fait 20 ans que je suis pas venu à Paris et depuis ces 4-5 derniers mois, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et je ne m'interdis plus de rêver, aujourd'hui je me suis fait accompagner, je vois grand, j'ai des grands objectifs. Et aujourd'hui, tu es là avec moi dans ce podcast. Tout ça pour dire que si vous avez des rêves, si vous avez envie, si vous avez des objectifs, donnez-vous les moyens d'y arriver. Sortez-vous les doigts du cul, arrachez-vous. Faites des choses que la plupart des gens ne font pas. Moi, j'ai tendance à dire, je suis un mec ordinaire qui est en train d'essayer de faire des choses extraordinaires. Tu vois, je ne sais pas si on peut définir ça comme ça. Mais voilà, donc pour dire que tu as fait partie des gens, j'ai acheté ton livre, Influence financière. Et moi, c'est ce qui a fait écho. Et on pourra en parler, mais c'était cet écho de dire, tout le monde parlait à l'époque de liberté financière. Ouais. Toi, tu allé beaucoup plus loin. Ouais. Tu as parlé d'influence financière. Tu peux peut-être un petit peu en parler justement de ce que c'était pour toi. L'influence financière, c'était un concept assez multiple. Alors déjà, c'était un cri du cœur sur
la fierté d'être un patriote français, de payer mes impôts ici, de vouloir amener les gens à amener, on parle souvent du rêve américain, d'ailleurs moi mon premier blog, je t'ai dit ça fait 14 ans que je suis sur les réseaux sociaux, même un peu plus, il s'appelait le rêve américain et je me suis dit pourquoi pas le rêve français, puisque finalement mine de rien, malgré mes cassages de gueule avec mes sociétés, je m'en sors de nouveau plutôt bien. Et donc, je voulais amener les gens dans ce sillage de se dire, tiens, vivons un rêve français et ne pensez pas tout de suite à vous expatrier, etc. Je t'avoue qu'aujourd'hui, mon sentiment, elle a un peu changé parce que les DRH de la France m'amènent à poser ma lettre de licenciement, de démission, pardon. Donc là, je me pose vraiment des questions. Mais donc il y avait déjà cette partie-là, cette partie d'être un citoyen contributif, tu vois. Je me décrivais dans ce livre comme un capitaliste d'extrême gauche. Ça a fait un couac psychique dans pas mal de têtes de gens. Et il y avait aussi cette idée d'influence financière, c'est-à-dire que je suis pas sûr que tu fasses changer le monde dans un monde qui est ce qu'il est. C'est ni toi ni moi qui avons inventé le capitalisme, et à un moment donné, il faut bien jouer avec les règles du jeu si justement on veut se sortir ou s'extraire justement de ce jeu, ou ne pas finir à la casse-prison ou être dans une difficulté un peu compliquée. C'est celui d'utiliser ce vecteur, celui de l'argent, qui est ni bon ni mauvais, mais de l'utiliser à bon escient pour changer ta vie, faire des choses, avoir une force de parole, lutter pour des causes qui te sont importantes. Et c'était ça le message de l'influence financière, parce que demain tu veux faire changer une loi, je dis une bêtise, tu l'as bien vu avec les gilets jaunes, la répression des gilets jaunes, les mecs se sont fait cartoucher, pourtant ils ont bloqué le pays et ils se sont fait allumer. Ouais. Et rien n'a changé finalement. Non, c'est clair. A contrario, des lobbies très puissants qui veulent influer sur le monde de demain, c'est par leur influence financière qui change les choses. Et donc d'amener tout à chacun, et peut-être qu'un mec qui a lu ce livre à un moment donné, moi j'avais un rêve, tu me parlais de rêve tout à l'heure, ben moi ce rêve c'était qu'un mec lise ce livre et que ce soit le nouveau Elon Musk de demain, et se dit tiens, j'avais lu un livre il y a 20-30 ans d'un petit gars qui fut chauve à l'époque. Et c'est vrai que t'étais chauve à l'époque quand je t'ai connu, mais ça a perturbé beaucoup de monde cette histoire. Ouais, j'ai vu passer quelques trucs, mais c'est vrai que tu vois, en tout cas, alors, même si j'en suis encore très loin, mais je suis la preuve que ton livre, en tout cas, il a eu de l'influence sur quelqu'un. En tout cas, il en a eu sur moi. Je pense, on en a parlé tout à l'heure. Il s'est très très bien vendu. On a fait près de 10 000 exemplaires. C'était colossal. C'était le début des livres un peu infopreneurs. Ouais. Et non, tu es très satisfait. Voilà. Et donc voilà, donc c'est vrai que avoir de l'influence financière, c'était moi c'est des mots en tout cas à l'époque qui ont fait sens pour moi, et j'ai trouvé quelque chose et quelqu'un de différent sur internet. Et puis en plus, tu avais un vrai background business, et donc ça a eu un bel effet en tout cas sur moi, sur ce que j'avais envie de faire, et dire putain, j'ai un discours différent, c'est vrai une pensée différente. Ce mec, il a un truc que les autres n'ont pas. Et voilà. Et en tout cas, moi, ça a eu... ton livre, en tout cas, a eu un impact. J'en suis ravi. Et aujourd'hui, on est là, en face, tous les deux. Alors, on va aborder un petit peu les thématiques, donc les questions qui m'ont été envoyées, là, juste avant le podcast. Alors, on va aborder la première thématique. Hassan, on en parlait un petit peu. Alors, première des questions qu'on a, c'est est-ce qu'entreprendre en France est toujours souhaitable dans le cadre dans lequel on vit, inflation, taxes, alors que, t'en parlais un petit peu, l'expatriation est facile d'accès. Voilà, c'est quoi un peu toi ton... Encore une fois, je te dis, moi j'étais très patriote dans le fait d'aimer son pays, de ne pas le quitter, d'être redevable, parce que j'ai vécu à un moment donné dans ma vie j'ai survécu grâce au RSA. Donc tu te dis quelque part, ce système n'était pas si déconnant que ça. Et puis il y a eu le Covid. Le Covid a changé le paradigme. Le Covid a mis en exergue peut-être quelqu'un d'un peu naïf comme moi, qui voyait un peu les choses béatement, en se disant le socle social en France, c'est quand même un socle assez vertueux. Les gens peuvent se soigner quand même de manière accessible, même si aujourd'hui ça tend vers quelque chose de plus privatif, et donc l'éducation, etc. Les socles indispensables à une nation, ces choses-là ont été mis vraiment en exergue dès qu'on a vu le Covid, c'est-à-dire que les hôpitaux étaient dans une déchéance pas possible, l'éducation, on voit que c'est de pire en pire, et pour
et pour l'éducation nationale et de manière sociétale, de manière générale. Tu sais pas trop où vont tes impôts. Donc toute cette opacité, parce qu'en fait l'idée de mecs comme toi, de mecs comme moi ou d'un Français lambda de payer des impôts, ça ne gêne pas. Ça fait partie du process et peu importe où tu vas trouver un endroit dans le monde à t'installer, tu paieras une taxe d'une manière ou d'une autre. Tu vois, tu vas à Dubaï, c'est des taxes, on va dire, déguisées. C'est-à-dire que tu payes plus cher certaines choses, mais qui fait en sorte que l'économie tourne différemment. Mais l'idée, c'est pas de payer des impôts, le problème. L'idée, c'est de savoir où va l'impôt. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Comment la transparence se fait. Et puis, peut-être, comme je te dis, cette béatitude vis-à-vis de mon pays est tombée le jour où on nous a fait cette obligation vaccinale. Et aujourd'hui, effectivement, tu te poses la question. Beaucoup d'inflation, le système est très compliqué. Moi, j'ai embauché des centaines de personnes depuis que j'ai 20 ans. Et ça a toujours été une complexité énorme. Le recrutement, le RH, les charges que tu payes sur tes salariés. Donc toutes ces raisons-là fait qu'aujourd'hui, effectivement, je change ma manière de faire du business, même dans le physique, de moins en moins de salariés. Ok. Et je me pose même la question, en tout cas, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, un citoyen européen soit mobile. Soit mobile un petit peu partout dans le monde. Et des résidences, Dubaï, pourquoi pas les États-Unis Ouais. Pourquoi pas l'Asie aussi. Ouais, c'est vrai, c'est un point de vue intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Moi, je discutais avec des amis entrepreneurs qui me disent de plus en plus, l'expatriation, c'est aujourd'hui un vrai sujet. Ouais. Et c'est des sujets, je pense, qui ne seraient pas venus à l'idée de gens qui aiment profondément la France. Oui, on est français. Mais il y a de avant l'usure. tout. En fait, le problème de la France, c'est que tu travailles pour faire ce que j'ai fait. À ma toute petite échelle, pour me sortir d'une condition sociale où tu sais qu'en France, il faut 5 ou 7 générations, je crois, si je ne dis pas de bêtises, les gens vérifieront, pour t'extraire d'une condition sociale. Et moi, passer du cap zéro à celui que j'ai aujourd'hui, il a fallu que je travaille 25 heures sur 24, si tu veux, et me mettre dans des difficultés très importantes pour changer vraiment cette condition. Tu le fais, c'est un choix. La France, elle n'a pas l'ascenseur social. C'est une politique. La royauté existait dans notre pays. Aujourd'hui, elle s'est transformée, mais ça reste toujours quand même plus ou moins la petite bourgeoisie, voire la grande aristocratie qui gère ce pays. Et la réussite d'un self-made en France, allez, tu as des exemples par-ci ou là, mais ce n'est pas des trucs extraordinaires. Et on te sort souvent l'exemple d'un tel ou d'un tel, mais tu n'as pas des vraies références du quotidien, si tu veux. Et donc, c'est très compliqué de s'extraire d'une condition sociale en France. Mais quand tu arrives quand quand même à un stade où tu as une indépendance financière, une liberté financière, une influence financière, la France est capable de te rattraper avec tout un tas de pressions fiscales, est capable de te retaper dessus parce que tu t'es trompé de 55 centimes quand tu as mangé au restaurant avec Michel et qu'il a oublié de griffer son nom sur le ticket de caisse. Le ticket de caisse. Ouais. Et là, quand tu te manges contrôle fiscaux sur contrôle fiscaux, tu te dis, mais déjà, tu payes un impôt infini, parce qu'en France, il faut savoir qu'il y a 120 impôts, c'est quand même on est le pays le plus taxé au monde, 56%. Et que, globalement, sur une société, je ne te parle même pas d'optimisation fiscale, mais une société, tu vas payer globalement 60 à 70% de ce que tu gagnes, derrière, tu vas le sortir. Ce que tu vas sortir, ça va être retaxé. Et puis derrière, si demain, tu as un contrôle fiscal, on va te reprendre 200% de ce que tu avais généré en chiffre d'affaires et non en bénéfice. Donc forcément, toutes ces choses-là qui fait qu'au bout de plus de 20 ans d'entrepreneuriat, tu te dis, bon, je suis un peu usé, je suis un peu fatigué. Tu sais, c'est un peu comme en boxe. Là, tu es au 11e ou 12e round et là, tu as envie de dire, soit tu m'en mets une et tu me mets à terre et c'est terminé. Ouais. Soit je gagne le round et je me barre et je rentre chez moi. Ouais. Non, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est un vrai sujet, vaste sujet. Moi, tu vois, j'ai 3 enfants. Et je leur dis, enfin c'est con, hein, mais on voit, tu parlais de toute cette pression fiscale en tant qu'entrepreneur. Et je leur dis, enfin grandissez, lisez des livres et puis quittez la France. Voilà, c'est con, mais je leur dis,
si vous ne devenez pas entrepreneur en France. En tout cas, moi, ce que je souhaite à mes enfants, et je pense que c'est un petit peu l'idée. Après, on ne sait pas, parce que aujourd'hui, la France, elle est ce qu'elle est au niveau de la pression fiscale, mais demain, elle sera peut-être différente. Non, mais ça fait des années que... Enfin, moi, je vois, j'ai des business au Luxembourg et j'ai des business en France. Oui. Je vois la différence sur les charges en France, où je paye au Luxembourg, où je paye 13% de charges sur un salarié. Il y a France, déjà 56% d'impôts. Il y a déjà une autre façon de voir le business déjà par rapport à la France, c'est-à-dire de se dire qu'il faut que tu commences à te focaliser l'état d'esprit, parce qu'il y a des gens qui partiront pas. Il y a des gens qui sont ici, c'est leur vie, c'est leur... Non, bien sûr, on est d'accord. Et donc, on va peut-être essayer aussi de les aiguiller en se disant, en France, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois un entrepreneur qui commence à générer un petit peu d'argent. Bon, si déjà tu fais une boîte qui fait 1 million d'euros et que tu as une marge nette entre 25 et 35%, c'est déjà pas mal. Plus que sur un business physique sur lequel tu vas aller chanter 5 à 10% de marge nette. Ces 5 à 10% de marge nette sur un business physique, type restauration ou autre genre de business, moi je l'évite aujourd'hui. Je vais sur de la prestation de service, je vais sur des business qui demandent de moins en moins de salariés, de moins en moins d'RH. Je pense que déjà, si tu focalises déjà ton esprit en tant qu'entrepreneur qui veut devenir entrepreneur français dans les années futures, va sur des business où la marge est plus intéressante. Ah bah clairement, non mais on voit la différence. Tu prends rien que sur du business digital où ton chiffre d'affaires c'est quasiment ton bénéfice, tu fais 60% ou 70% de marge. Moi, alors, dans mon business, le problème du business digital, c'est que on te dit que la marge elle est extraordinaire et c'est une réalité. C'est-à-dire que tu crées un produit digital, une formation en ligne ou un truc comme ça, elle va se démultiplier parce que ça va être la force. L'inertie de l'afflux des gens qui vont l'acheter. Néanmoins, généralement, les mecs mettent 80-90% de publicité pour vendre 100% de produits. Là-dessus, on est d'accord. Mais tu vois, moi, je te prends la différence. Dans mon business physique à moi, de mon petit groupe industriel, quand tu fais tes 3, 4, 5% de marge nette, tu as fait une bonne année. Et tu es content. Mais c'est un business sur lequel moi, je n'irais pas. Et même si demain, ça faisait 5, 6, 7, 10 millions, j'irais plus. Je préfère faire 1 million avec 35-40% de marge et me dire qu'en plus de ça, j'ai pas de stock, j'ai pas de salariés, je suis sur de la presta. Effectivement, je comprends le concept. Moi, c'est un entrepreneur un entrepreneur qui m'a demandé c'était quoi de tous les business que j'avais lancés entre le digital et le physique le plus dur. Même si le physique, c'est dur aussi, mais ça a été clairement le business digital aussi qui a été le plus complexe et le plus compliqué. Ouais, et d'avoir, t'as pas de salariés, t'es pas connu, t'as pas toutes ces problématiques-là. Le plus dur, c'est gérer des hommes, des femmes, gérer des salariés. Nous, on s'est retrouvés avec certains prud'hommes de mecs qui n'étaient même pas embauchés dans ma boîte. Tu te retrouves avec des gens qui sont en retard, qui t'appellent, c'est le business. Je comprends que tu veux échapper à ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui veulent échapper à ça. Alors, je mets une nuance parce qu'il y a entrepreneur et il y a chef d'entreprise. Ouais, moi, je ne me considère pas comme entrepreneur. Moi, je me considère réellement comme chef d'entreprise dans le sens où j'ai embauché des centaines et des centaines de personnes depuis que j'ai l'âge de 20 ans, entre tous ceux qui sont restés, tous les business que j'ai montés, tous ceux que j'ai coulés, tous ceux que j'ai réussi, le turnover régulier. En plus, moi, j'étais dans une zone où le bassin économique était compliqué, donc forcément beaucoup de rotation en termes de salariés. Voilà, donc c'est très très compliqué la gestion du salarié. Moi, ça a été, c'est simple. Je dis souvent à mes associés, c'est un truc qui nous bouffe 10 ans de nos vies en fait, de charge mentale. Ça peut même te rendre aigri. Non, mais c'est ça, de gérer le business au quotidien. C'est pour ça que dans ce qu'on a voulu faire dans les opérations qu'on fait, notamment de rachat de structures, c'est que même si on reste à la tête de la boîte, on nomme un directeur général, tu vois, qui va partir sur tout l'opérationnel et piloter tout. Nous, on va lui apporter tout l'écosystème de cette structure et lui dire... voilà, tu gères, tu t'en occupes. Moi, avoir mon nom sur le contrat de travail du mec que tu vas embaucher, je m'en tamponne. De l'investissement que tu vas faire dans un véhicule parce qu'il faut aller sur un chantier ou autre, je m'en tamponne. Tu vas, tu as les mains, tu vois. De plus en plus, c'est aussi d'aller vers ça en disant je monte
des business. Et plus tu grossis de toute façon à un moment donné, moi je te parle de ça en 2024, on a fait 13 millions dans le groupe, là potentiellement on peut aller faire 4,5, 5 millions en plus, ça fait 18, 19 millions, ça commence à être quand même intéressant. Et plus tu montes et plus tu évolues dans le chiffre d'affaires, et bien plus tu es obligé aussi de t'entourer. Si tu veux pas être bouffé par le quotidien et finalement le mettre au boulot dodo, parce que tu as beau dire, mais tu es quand même pris par ton business, ton activité, tu es là le matin à 7h30, 8h, tu repars plus tard que tes salariés. Donc je comprends un peu toute cette nouvelle, pas mode, mais tout cet effet. Oui, effectivement, que de plus en plus de personnes et d'entrepreneurs comme toi souhaitent aujourd'hui ne plus avoir de salariés. Ouais, et puis alors après toute cette expérience que tu as eue aussi de 20 ans de boîte, de se dire aujourd'hui j'ai envie d'autre chose. Et puis c'est différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, monter des business ou investir comme j'ai pu investir sur les 20 dernières années que je viens d'écouler, je ne ferai plus la même chose aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai une assise financière qui est complètement différente. Donc je peux me permettre d'aller sur des business plus safe, je peux me permettre d'être une sorte de business angel pour des boîtes, je peux me permettre d'investir sans y mettre tout mon capital dedans, si tu veux. Donc pour toutes ces raisons-là, effectivement, j'ai une vie entre guillemets un peu plus douce et un peu plus cool aujourd'hui. Mais il a fallu que je fasse des sacrifices de 20 piges. C'est ça. Ça a été un tremplin quand même. Tu n'aurais pas pu faire ça. Non, mais c'est impossible. En fait, à partir du moment où tu as un point de départ qui est le mien et qui ressemble à beaucoup de celui de n'importe quel Français, c'est-à-dire famille pauvre, on va pas appeler un chat, mais tu pars avec rien, pas de connaissances, pas de réseau, et que tu démarres dans la vie entrepreneuriale directement, bon, tu es obligé, t'es obligé de faire des choses qui sont pas habituelles, tu es obligé de travailler à des rythmes qui sont pas normaux, tu es obligé de te mettre dans des conditions qui sont ultra stressantes, c'est-à-dire de faire des investissements qui nécessitent un engagement total. Et ça, aujourd'hui, je le ferai plus. Mais ce que les gens doivent comprendre, si tu pars de cette situation d'être un petit gars de banlieue, la banlieue, c'est aussi le village dans lequel tu es né. Tu vois, tout à fait. Là, on est à Paris, mais la banlieue, c'est tout le reste de la France. Dans une famille où il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit, ou même juste la classe moyenne qui devient la classe, mine de rien, pauvre aujourd'hui. L'idée, c'est quand même de te dire que tu auras des sacrifices. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas avoir des sacrifices. Moi, j'ai sacrifié du temps, j'ai sacrifié ma santé, j'ai sacrifié tout plein de choses ludiques que j'aurais pu faire entre mes 20 et 40 ans. Ce qui était marrant la fois dernière, c'est que j'ai croisé un mec, parce que là, je suis en train de me lancer dans le foot, bon bref. Et j'ai croisé un mec avec qui, parce que j'étais président d'un club de foot quand j'étais très jeune, je me prenais pour Bernard Tapie, et il faisait partie de mon équipe. Il me dit, mais je t'ai pas vu ces 20 dernières années, t'es revenu sur la ville. Et j'ai dit non, je travaillais comme un chien, donc personne me voyait dehors, personne me voyait sortir, j'étais focusé sur mes business, sur tout ce que je pouvais faire, si tu veux. Donc, en fait, c'est surtout de dire aux gens, tu veux la fast life, fast life. Moi, je suis pas bon pour partir à l'étranger, j'ai un accent de merde. Mais il va falloir que tu te coupes quelque chose. Et t'as pas le choix. Et c'est pas sexy. Et ça fait pas rêver. Et c'est compliqué. Et il faudra que tu perdes quelque chose. Pour gagner quelque chose, il faudra perdre quelque chose. Sacrifier une partie de ta vie à un moment donné pour parfois peut-être même des proches, des amis, ou un environnement, un lieu, peu importe. Pour avoir des résultats différents. T'as pas le chois. C'est ça. Pas le choix que moi, j'avais des très hautes ambitions. Je voulais absolument pas rester dans cette situation où j'étais. Donc j'ai dû faire tous les sacrifices. Et alors, le pire de tout ça que je vais te dire, c'est que, et ça va pas faire exciter ton audience, mais tu as des chances que ça marche pas. Et c'est ça le pire. Alors, tu as plus de chances que ça marche pas si tu l'essayes pas, ça c'est à 100% sûr. Mais même si tu l'essayes, il y a des chances pour que ça marche pas. Moi, je me suis retrouvé une fois, je crois que c'était même il y a, si je te dis pas de bêtises, il y a deux ans, où j'ai fait un risque énorme parce que j'ai fait un coup qui finalement s'est bien passé et sur lequel j'ai pris un très 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 gros risque. J'aurais pu me retrouver à plat. Mais quand je te dis à plat, c'est-à-dire de recommencer de zéro, et je me serais dit, putain, 2 fois quand même dans 20 ans de vie, de retomber à plat, à moins que rien, etc.
ça aurait fait beaucoup. Non, c'est sûr, c'est compliqué. Mais t'as pas le choix à un moment donné que si tu veux avoir une vie différente ou faire les choses différemment, cette part de risque, ce passage à l'action, travail, déjà c'est essentiel et c'est bien de le rappeler. On a trop tendance à le voir sur Internet. Tous ces petits jeunes là qui sont en mode derrière les téléphones à siroter des cocktails à Bali. Oui, mais ça a toujours fait vendre, ça. Voilà, ça fait vendre, mais c'est pas forcément la réalité du game ou la réalité de la vie. Derrière, c'est sacrifice, c'est travail, c'est discipline, c'est répétition, quoi. Tu vois. Et on a trop tendance à le négliger. Justement, on va aborder cette partie là dans la deuxième thématique. Qu'est-ce que le business physique doit prendre du business en ligne? Et qu'est-ce que le business en ligne il devrait apprendre du monde physique? Ce que le business en ligne apporte au business physique, c'est la volumétrie, déjà, je pense. Ouais. C'est aussi la rapidité d'exécution. C'est-à-dire que dans un business physique, et en plus, tu es un mec qui est à peu près ma génération, on est né dans les années 80. Ouais. Dans les débuts des années 80. Oui, il faut le préciser. Et si tu veux, nous, on pensait que, je te dis une bêtise, MBK, Renault, toutes ces boîtes-là, ça durerait 400 ans, Michelin, etc. Et que c'était increvable. Camailleux, je peux te citer plein de boîtes qui avaient pignon sur rue et qui aujourd'hui sont plus rien. N'existent plus, et donc, on se disait que si tu te lançais dans un business, ou à l'époque de nos parents, s'ils allaient dans une boîte, ils y restaient à vie, et c'était les 30 glorieuses, etc. Et ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Je suis d'accord, c'est fini cette époque-là. C'est fini. Et les réseaux sociaux t'ont appris quelque chose. Moi, je suis devenu has-been sur les réseaux sociaux. Il y a un moment donné où je l'ai même vu, si tu veux, où je voyais ma courbe d'audience, alors que je me battais comme un chien pour... Mais j'étais déconnecté, t'es remplacé, t'as plein de concurrents qui arrivent, etc., etc. Ça fait partie du jeu, en fait. Et par contre, les réseaux sociaux, tu vois, quand tu t'es amené à faire des pubs, t'es amené à faire ce qu'on appelle des split tests, tu vois, des tests de pubs, que ce soit tu fais du e-commerce ou que tu vends des prestations en ligne, ça te permet d'avoir une capacité réactive d'esprit que tu peux adapter à ton business physique en te disant, bon voilà, ça marche pas, on n'a pas fait de chiffre d'affaires suffisant, par exemple cette semaine dans notre boutique de prêt-à-porter, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, etc. Donc déjà, il y a ce switch intellectuel qui est intéressant à avoir. Et puis après, les réseaux sociaux, aujourd'hui, aucun business physique. Moi, j'ai une boîte de bâtiment, elle a besoin de ses réseaux sociaux. N'importe quel business dans le dur a besoin de ses réseaux sociaux, de ses campagnes de pub, d'avoir une présence sur Internet. Ouais, sur Internet. Non, mais je suis d'accord avec toi sur ce sujet. C'est vrai que c'est Et à important. contrario, parce que tu me poses la question dans un sens comme dans un autre, le business en physique devrait amener, pour ceux qui sont issus du business en ligne, une fidélité. Pourquoi ? Parce que depuis qu'Internet est Internet et qu'on peut vendre des produits en ligne, il y a eu ce qu'on appelle des braqueurs du net. Des mecs, ils viennent, ils font un coup, ils t'inventent une histoire et puis ils arrivent à capitaliser pas mal d'argent. Et puis demain, je dis une connerie, le gars il est arrivé, il était coach en séduction, demain il est coach immobilier, après-demain il est start-upper, etc. etc. Ouais. Et ils surfent sur des vagues qui sont diverses et multiples, et c'est ce qu'on appelle un vrai surfeur. Et par contre, le business en physique, t'apprends ça. Moi, je l'ai appris dans le mal, dans le dur. Quand j'ai monté mes premiers business de prêt-à-porter, c'était le business d'abord. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mon entreprise d'abord. Tout à fait. Je me paye en dernier. Je mets d'abord bien mes clients, je mets d'abord bien mes salariés. Et après, j'irai, moi, récupérer un petit peu de ce qui reste. Et en fait, cet état d'esprit d'entrepreneur du dur, du physique, devrait être amené à ceux qui sont issus du business en ligne pour leur dire, écoutez, ce que vous créez en ligne, ça restera. Les tartuffes aujourd'hui qui s'inventent aujourd'hui un personal brand, Internet existe. Donc on peut aller chercher loin, loin, loin. T'as beau avoir tout effacé, t'as refait une e-réputation, Internet existe et on saura un petit peu d'où tu viens et ce que tu as fait. Quand tu crées un business, essaie de le faire perdurer, même si c'est un business en ligne, essaie de le faire perdurer comme s'il était immortel, ton business. Même si demain, il s'arrête au bout de 6 mois parce que tu n'as pas réussi. Mais mets ton business au cœur de l'attention client, au cœur de ta priorité de vie. Et après, tu en découleras des bénéfices. Le problème, c'est que tous ceux du business en ligne lancent des trucs, c'est un coup, on essaye, ça marche pas. Et en fait, je pense qu'une boîte, elle se développe dans le temps. Ouais, non mais tout à fait. Et moi, tu vois, je me suis consacré à développer le business physique d'abord. Je suis en ligne depuis pas très longtemps.
Mais tu t'aperçois d'un truc, c'est qu'en fait, le business en ligne, ça vaut pas grand-chose, ça vaut rien. C'est-à-dire que moi, toutes ces 10 dernières années, ou ces 8 dernières années, avec mes associés, on s'est focus pour croître l'entreprise et réinvestir les bénéfices massivement dans la structure, qui nous permet aujourd'hui de racheter des structures et d'englober des gens avec nous. Tu vois, on s'est consacré à la majorité des investissements, et la majorité de mes investissements encore de ces dernières années, ça a été dans mon entreprise. Et aujourd'hui, quand on voit, quand on est parti en 2016, la valeur de la boîte en 2016, du groupe en 2016 et la valeur aujourd'hui, c'est totalement différent. Il n'y a aucun business en ligne qui te permet de faire ça. Il n'y a que le business physique qui te permet de faire une croissance comme ça, de faire du x20, x30, x100 sur l'investissement que tu as pu faire sur du business physique, tu vois. Alors oui, c'est des problèmes. Oui, c'est des salariés. Oui, il y a des prud'hommes. Oui, il faut gérer des imprévus, tout ce qu'on veut. Mais derrière, la valorisation aussi. Qu'est-ce que tu vas laisser, tu vois, moi, je me dis aussi, c'est qu'est-ce que je vais laisser, entre guillemets, dans le business ou à mes enfants, ou ce truc, cette image, de se dire, voilà, de laisser un business pérenne, d'avoir monté une structure qui faisait rien. On est passé de 0 à 13 millions en 8 ans. Enfin, c'est ça, tu vois, qui est aussi valorisant. Tu vois, le business physique, il y a des gros qui marchent très bien dans le business physique, qui font, ils t'affichent, tu le vois bien, les chiffres, là, les millions, puis tu connais la mode, ils confondent tous le chiffre d'affaires et le bénéfice, ils t'affichent des gros chiffres, mais ça vaut quoi ton business? Il vaut quoi? Il repose que sur le branding de la personne, ce qu'elle renvoie, son storytelling, et derrière... Ça c'est pareil, le personal branding, ça vaut pas grand-chose. Et je trouve, et c'est ce que beaucoup omettent de dire à ceux qui, justement... se focus à créer une image, une identité. C'est intéressant pour développer une marque. Et tout le monde en suit un mentor, style Elon Musk, qui a vraiment développé son identité, etc., etc. Pas de problème. Sauf que ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que ta marque, vaut mieux faire perdurer une marque qu'une personne. Aujourd'hui, on t'aime, ou on te suit, ou on te follow, peu importe. Demain, on finira par te détester pour une raison ou une autre. Et si tu as tout basé sur justement ta personne, c'est limite. Base-le sur des business qui reposent sur quelque chose de tangible, sur une récurrence d'argent qui repose sur quelque chose de tangible. Et même, j'ai envie de te dire, même pas que sur des business. Moi, je le repose même pas sur mes business, je le repose sur mes investissements immobiliers. Ouais. Parce que là, je suis certain que qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, mon loyer sera payé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. Oui, tu prends Apple... c'est le branding, c'est la marque, mais Apple, derrière le branding, c'est Steve Jobs. Quand on parle d'Apple, on sait qu'il est derrière, tu vois, c'est Steve Jobs. Après, il y a souvent, on le voit, hein, souvent, on nous dit, le personal branding fait vendre. Les gens, ils n'achètent pas finalement, quand tu es dans le digital, mais ils n'achètent pas ton produit, ils achètent toi, ils achètent ce que tu représentes, ce que tu véhicules. Tout le monde achète une émotion. C'est ça. Nike, t'achètes pas le logo, Nike, t'achètes une sorte d'esprit, une culture, etc. Ouais. Coca-Cola, c'est pareil, t'achètes pas spécialement le goût, mais t'achètes le lifestyle un peu américain, si tu veux. Donc, t'achètes toujours une sensation. Donc, forcément, quand tu parles aux gens, surtout, t'es dans l'intimité des gens. Aujourd'hui, on te regarde, t'es au chiottes, quoi. Ouais. T'es en train de poser une pêche et puis tu te dis, putain, c'est comme s'il était mon copain. Tu vois, donc il y a une intimité très, très proche, en fait, de ça. Donc c'est pour ça que les gens capitalisent énormément sur leur image de marque. Après, combien de temps ça dure? Ça dure juste le temps qu'on t'accepte, qu'on adhère et que tu arrives à vendre tes produits. À partir du moment où tu n'arrives plus à vendre tes produits, tu sais, je vais te donner un exemple tout bête. Quand je vendais des séminaires pour expliquer aux gens comment investir dans l'immobilier. Je faisais 3 stories, mon séminaire était plein. J'ai fait ça pendant, je crois, 4 ans, 2 fois par an, full. Et du jour au lendemain, je faisais 3 stories, rien. J'envoyais de la pub, rien. 0 vente. Du jour au lendemain. Donc, c'est qu'à un moment donné, le marché t'a dit on veut plus de toi. Ouais, c'est ça. Tu l'expliques comme ça. Comment tu l'expliques finalement? Oui, alors je l'explique de plein de manières, mais je l'explique par le fait que le marché veut plus de toi. Il y a tes concurrents, t'es plus si intéressant, et puis il y a aussi la personne. J'avais plus envie de faire ça. Donc c'est pas pareil quand tu dis hey, venez, vous allez apprendre plein de choses, que allez venez.
Tu vois, j'avais plus du tout envie de faire ça, j'avais plus envie de... C'est parce que c'est beaucoup de travail, hein. On pense que c'est très facile d'être présent sur les réseaux sociaux, de monter des séminaires, c'est très compliqué. C'est du job, ouais. C'est très compliqué, et puis c'est pas quelque chose en plus de ça de rentable. Mais le marché, à un moment donné, te donne raison. Tu vas investir dans un marché immobilier, c'est pareil, il faudra l'écouter, le sentir, être vraiment avoir ce feeling, vraiment être à l'écoute des choses. Et quand on peut prendre même l'idée, là, j'ai un flash, mais les influenceurs, regarde, aujourd'hui, ils sont agents immobiliers à Dubaï. Ouais, j'ai vu ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et avant, ils étaient à te vendre une connerie en placement de produits sur lequel ils n'avaient aucun contrôle et aucune vérification, etc. Et ils faisaient une story, ils étaient payés une fortune avec un algorithme dégueulasse. Mais le marché leur a dit stop. Bon, Booba leur a dit stop, et après le marché leur a dit stop. Pour beaucoup. Et encore une fois, personal branding. Ils ont été obligés de... Mais c'est foutu. Aujourd'hui, tu peux essayer d'être agent immobilier ou d'être autre chose. On se souviendra de toi. Internet a une mémoire de ce que tu as été, de ce que tu as vendu, de là où tu as surfé, etc. C'est très difficile de se réinventer une image à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est sûr. Et essayer de rester fidèle à qui on est vraiment sur Internet. Et c'est vrai que c'est pas évident. On en parlait un peu en off, et c'est vrai que c'est des sujets qui sont toujours problématiques. Essayer de réussir à reconnaître qui t'es sur les réseaux. Est-ce que souvent on a cet exemple-là, on n'est pas la même personne. Enfin, on n'est pas la même personne. Il y a des gens qui sont pas forcément les mêmes entre comment ils sont sur les réseaux à la télé ou comment ils sont dans la vraie vie. Aujourd'hui, YouTube, les réseaux sociaux a tué les médias mainstream. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes les plus célèbres de la nouvelle génération, c'est pas des gens qui sont issus de la télé. Ils sont issus des réseaux sociaux. Ouais. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un métier de média. Et vu que c'est un métier de média, il a les mêmes vices qu'à notre époque, les présentateurs télé ou les animateurs télé qu'il y avait. C'est-à-dire que ils sont happés par le gain, la visibilité, la notoriété, toutes ces choses-là qui font en sorte que ta personnalité, à un moment donné, elle est un peu transformée. Ou tu cherches à la transformer parce que tu es en train de courir après une reconnaissance, tu es en train de courir après des likes, tu es en train de courir après des commentaires, tu es en train de courir par quelqu'un qui va te reconnaître dans la rue, tu es en train de courir après ça. Donc forcément, tu te retrouves avec des gens. Moi, je raconte souvent cette histoire, je m'étais forcé à aller à une réunion d'infopreneurs parce que je me suis dit, putain, j'ai toujours été associable et c'est pas possible, il va falloir que je fasse un essai, peut-être le problème vient de moi. Non, le problème vient pas que de moi. Les mecs sont complètement maboules. Ils sont complètement maboules, ils sont complètement déconnectés de certaines réalités. Ils se mettent du vernis et un masque sur qui ils sont pour continuer à jouer le rôle qu'ils sont à travers les réseaux sociaux et les vidéos, etc. Je suis d'accord. Donc les relations, elles sont toujours un petit peu biaisées. Et attention à la chute avec ça. Parce que les problèmes psychiques et psychiatriques peuvent apparaître. Demain, tu as une super audience et puis ça chute. Je ne sais pas comment tu peux le vivre aussi, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je dis toujours que si vous n'êtes pas prêt à aller sur les réseaux sociaux, à recevoir des messages de haine, tout ce qu'on veut, moi j'en ai reçu. Il faut pas y aller parce que ça peut psychologiquement te détruire et te faire douter. En fait. Un abonné, tu auras une insulte. Ouais, voire peut-être plusieurs du même mec. C'est ça. Donc à partir du moment où tu vas sur des plateformes, où tu t'exposes, où tu donnes globalement ton avis, même si tu dis aujourd'hui, je me suis levé, il fait beau, les pâquerettes sont sympas. Comment ça, les pâquerettes sont sympas? T'as un problème avec les artichauts? J'en sais rien, tu vois. Non, mais c'est... Oui. Tu vois. Non, et t'auras toujours quelqu'un qui viendra dire quelque chose. Peu importe ce que tu fasses. Mais effectivement, comme tu dis, il faut être absolument préparé. C'est ça. C'est très violent, les réseaux sociaux. Il faut être préparé psychologiquement et c'est important. Donc, n'y allez pas, les amis, si vous n'êtes pas prêts à recevoir ces insultes et autres, parce qu'il faut être prêt, il faut être armé, il faut avoir les épaules solides, parce que vous pouvez... Le problème, c'est pas tant les insultes ou autres. Après, tu peux avoir aussi des messages haineux, des insultes et autres, et ça va être aussi, après, tu vas finir... Certains, tu sais, c'est comme moi, cette citation que j'adore de Jim Rohn, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu vas te retrouver à croire, en fait, au message que le mec il t'a raconté, là. Il a dit que t'étais... Pas croire, mais douter.
douter de toi, douter du truc. Tu vois, à un moment donné, ça va te traverser le... Tu doutes si tu doutes de toi. Moi, j'étais chauve, on me demandait d'aller mettre des cheveux, j'en ai, on me demande de les enlever. Non mais c'est... ça c'est français, non, c'est franco-français. Mais peu importe, je veux dire, des insultes, j'en ai eu tellement. Alors moi j'ai eu des insultes, j'ai eu des calomnies, je suis même allé en procès avec certaines personnes via les réseaux sociaux. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et tu peux pas tout accepter. Il y a des choses, moi, qui me font rire quand je vois des choses passer, des commentaires passer, etc. Mais je pense qu'à partir du moment où il faut déjà que si tu as un problème avec ton appréciation, ta personnalité, va pas sur les réseaux sociaux. Parce que là, effectivement, il y aura des vrais troubles si tu as toute une masse de personnes qui te disent... Si par exemple, tu vois, tu souffres un petit peu, je dis une bêtise, de complexe par rapport à ton poids, etc., et que tu te mets sur les réseaux sociaux et que tu as une haine de grossophobie qui arrive sur la nana ou le gars qui commence à s'exprimer et qui parle juste des croquettes pour chien qu'il lui a donné, il va très mal le vivre. Il va vraiment très mal le vivre. Donc, à partir du moment où tu te kiffes, ça peut pas te toucher. Moi, non mais, tu vois, regarde, moi, ça vraiment m'en touche une pour bouger l'autre. Ouais. Moi, quand je vois des mecs qui s'acharnent, que ce soit sur mon nez, sur les cheveux, mais si j'avais un problème, mes anciennes vidéos chauves, je les aurais enlevées. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est clair. Et en fait... Et c'est ça, quelque part, tu vois, c'est pour ça que je suis un peu plus long, si ça peut encourager des gens à... D'abord, tu te kiffes. C'est au même titre que demain, tu veux devenir riche. D'abord, tu t'enrichis personnellement avant de donner aux autres. D'abord, être égoïste. C'est une première règle de base. Sois égoïste avant d'être généreux. Parce que tu ne seras pas généreux si tu n'as pas réussi à capitaliser quelque chose. Donc là, c'est pareil. Si tu veux donner au monde et donc te rendre public, d'abord, tu te kiffes. D'abord, tu t'aimes bien. Parce que c'est quand même sympa de bien s'aimer, parce que de 0 à l'âge de ta mort, tu vas passer tout ce temps-là avec toi, tu ne seras jamais quelqu'un d'autre. Donc d'abord, kiffe-toi, à fond. Et à partir de là, tu vas pouvoir donner de ce que tu es aux autres. Tu recevras de la merde, tu recevras des insultes, etc. Mais tu recevras aussi des gens qui te diront ce que tu es, ce que tu donnes, ce que tu dégages a changé ma vie. Et là, tu auras gagné. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Allez, on va aborder la troisième thématique de ce podcast. Oui, enfin bon, on en parlait un peu, mais les entrepreneurs sur les réseaux sont-ils un bon ou un mauvais exemple pour la future génération ? Alors, mais c'est comme tout, en fait, tu peux pas mettre les gens dans le même sac et dans le même panier. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi de tout et de gens qui sont aussi en France, qui sont dans d'autres pays, etc. et qui parlent au marché francophone. Donc c'est très difficile d'avoir une opinion ferme et définitive là-dessus. Alors, ouais, moi je dis que ça me manque, d'où ma présence, un petit peu ces derniers mois sur les réseaux, ça manque un peu de vrais... Mais ça a toujours manqué. T'es là depuis... Non, mais toi, tu le fais depuis longtemps, tu vois, mais ça manque de vrais, mecs de vrais mecs qui viennent du... Je suis désolé, je reviens encore avec mon business physique, mais de vrais mecs qui ont monté des vraies boîtes et qui ont eu des vrais problèmes. Mais c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai vécu ces expériences-là. Le truc, c'est que c'est Internet et ça a toujours été ça. Là, tu le découvres parce que tu me dis, ça fait 4 ans que tu es dessus, mais j'ai 10 ans de plus que toi sur cette plateforme, mais encore, il n'y avait pas Instagram et autre chose comme ça avant. Et ça a toujours été ça. Quand je suis arrivé sur Internet, à parler investissement, il y avait 3 ou 4 gars. Et parmi les 3 ou 4 gars, il y avait aussi des mecs qui développaient plus un personal brand, qui avaient plutôt réalisé des choses. Quand je suis arrivé, je me suis dit la même chose que toi, mais... C'est pas possible. Ils parlent à des gens pour leur instruire quelque chose alors qu'ils n'ont pas une expertise et une expérience. Donc moi, je suis arrivé, je me suis dit, vu que j'ai déjà une expertise et une expérience, et en plus de ça, je vais vous la raconter en live. Mais ça a toujours été comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile de te dire, de créer une image, de créer une star plutôt, si tu veux, d'une personne qui va se focaliser uniquement sur ce business-là, celle de son image, de vendre son image, et après, s'achètera la légitimité qu'il faudra. Mais ça fait plus rêver quelqu'un qui a fortement travaillé une image comme ça, et qui te montre des choses, et qui te montre une success story, qui te montre une réussite très rapide, etc.,
que quelqu'un qui aura un petit peu de rides, qui aura un petit peu de vécu, qui aura un petit peu de background, etc. etc. Ça fait moins sexy, parce que tu sais aussi, il y a un truc qui rejaillit des mecs qui ont la quarantaine. Tu me parlais tout à l'heure d'un entrepreneur. Tu m'as dit, c'est bien, on n'a pas entendu ça, etc. Ouais, mais lui, comme moi, comme toi, c'est ce qu'on a un peu. On a un peu aigri. Parce qu'on a eu des salariés, parce qu'on a pris des coups dans la gueule, parce qu'on a pris tout un tas de procès ou d'injonctions ou de problèmes de business qui fait que tu as une chape sur les épaules qui est plus lourde qu'un mec qui s'est lancé à être promoteur d'une nana sur OnlyFans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, mon discours plus raisonné, plus réfléchi, moins sexy, plus prudent, plus dur à entendre pour un mec qui veut se lancer ou qui rêve de changer sa condition sociale, comme on en parlait tout à l'heure, elle est plus intéressante avec un mec qui a la banane tous les jours, fait des podcasts avec des nanas super mignonnes et qui va dire mais je la fais tapiner et c'est formidable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Non, mais je vois bien. Mais après, c'est dommage parce que ça a un impact et on le voit après sur toute cette génération ou toute cette jeune génération qui pense que on parlait de nos enfants tout à l'heure, mais qui pensent que finalement c'est ça le vrai business en fait, tu vois. C'est un business. C'est ça. Non, mais c'est un business. Mais est-ce qu'on peut le définir de vrai business? C'est un business. Ouais, c'est un business qui répond à des codes et des valeurs. En fait, ça dépend où tu places ton curseur de la moralité. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Et nous, on n'est pas bon dans le business physique. Comment tu veux gagner ton argent aussi? On n'est pas bon dans le business. On vient du business physique. On sait pas se vendre sur les réseaux. La preuve, on est obligé. Et moi, le premier, d'être accompagné, de se faire accompagner par des agences de personal brand pour te développer, d'être dans des studios, parce qu'on ne sait pas se vendre, on ne sait pas le faire, on n'a pas les rouages, tous les techniques, parce que tu le vois bien, tu es là depuis 10 ans, 12 ans sur YouTube, ça a des techniques, ça a des rouages, on n'est pas des mecs d'Internet, on est des mecs des années 80. Si, je pense que tu les as peut-être aujourd'hui. Mais tout le monde peut les avoir. Et ce n'est pas une question d'âge. Vraiment, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de là où tu vas mettre ton curseur et ta priorité. Si ta priorité, c'est de développer ta marque et ta marque personnelle, c'est-à-dire que Mika, l'investisseur, l'entrepreneur, etc., tu vas te focuser qu'à ça, tu vas devoir y délaisser une partie. Ton business ou ton groupe que tu es en train de monter, il va falloir qu'il soit un peu mis de côté. Tu vois bien, tu es à Paris, tu as fait un aller-retour de Metz, tu prends du temps, tu investis, Donc, si ça, c'est ton business, ça va être ton business à temps plein. C'est un business à temps plein. Et là où ça a été très difficile pour moi, c'est que j'avais toujours le cul entre deux chaises. Entre développer mon business, en train de pouvoir dire des choses que je ne pouvais pas dire. Je ne pouvais pas, par exemple, et je l'ai vu à mes dépens, montrer, je te dis une bêtise, ma rénovation de A à Z de ma maison. Dès que j'ai fait ça, moi, j'ai eu du vandalisme dans la baraque que je rénovais. Et donc, j'ai commencé à pas tout montrer. Il y avait des choses que je pouvais dire, il y avait des choses que je pouvais pas dire, parce que j'avais mes cursus de business aussi physiques qui imputaient sur mon business en ligne. Et puis le temps aussi, faire des vidéos. Alors moi j'ai commencé à l'époque, il n'y avait pas toutes ces équipes-là, il n'y avait pas des studios de podcast. Ah ouais. Il fallait ta propre caméra. Moi j'étais sur iMovie pour faire mes montages. Enfin, j'ai créé un blog où je faisais du codage. Pour un mec de notre génération qui n'est pas né avec la génération Internet, c'était très très compliqué. Mais d'apprendre les codes, tu les apprendras. En fait, tout dépend là où tu vas placer ton curseur temps, c'est tout. Mais et c'est bien, enfin c'est bien ce que tu dis. TikTok, je te prends l'exemple de TikTok par exemple. J'ai abandonné TikTok. Pourquoi j'ai abandonné? Faut pas. Non mais alors je vais dire pourquoi. Parce que je me suis retrouvé avec une communauté et dans cette communauté, j'avais beaucoup de mes collaborateurs qui me suivaient sur TikTok. Et les messages que je véhiculais, je devais faire attention. Tu vois, quand je travaillais avec certaines agences, oh, tu devrais dire ça. J'ai dit non. Je peux pas le dire ça. Parce que le mec, là, il me suit sur les réseaux, je suis son patron, et je peux pas dire ce message-là, ou dans l'investissement, ou à un moment dire vire ton patron, tu vas pas travailler toute ta vie, tes machins, des trucs, tu dis, je peux pas dire ça. Non, je peux pas lui dire, non, à un moment donné, moi j'ai aussi besoin de lui pour qu'il bosse. Si la valeur, moi je dis toujours, ma boîte, notre groupe industriel, il est ce qu'il est, parce qu'on a des hommes à l'intérieur qui font de la valeur et qui apportent énormément de valeur ajoutée. Moi, j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé aussi dans ce business parce que j'ai des salariés, et tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être infopreneur. Il faut quand même des gens qui fabriquent, qui produisent. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que tu dis là, je le ressens bien parce que moi, j'ai abandonné TikTok en disant, Mika, TikTok, arrête.
dans les messages que tu véhicules, attention. Le mec, certains disaient, mais ce matin, j'ai vu le Mickaël, il a dit qu'il fallait. Et tes salariés regardent tout. C'est ça. Moi, j'ai même eu un salarié qui s'est retourné contre moi via aussi une vidéo YouTube. Tes associés regardent tout ce que tu dis, tout ce que tu penses. Tu es obligé de sous-peser chaque mot, donc tu n'es pas libre. Aujourd'hui, la seule chose qui me fait rester sur les réseaux sociaux, parce que j'ai rien à vendre, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai cette liberté. J'ai plus d'associés, hormis ma femme. J'en ai eu pas mal et j'en prendrai plus. Ouais. Quand j'investis dans des boîtes en tant que business angel, j'investis sur des boîtes qui sont déjà existantes, je rentre au capital, etc. Et c'est quelque chose de très, très clair et très structuré. Je suis plus dans un conseil d'administration ou je suis plus dans de l'association pure et dure. Ouais, d'accord. J'investis que avec ma femme. Donc si tu veux, j'ai cette liberté aujourd'hui de maintenant de dire ce que je veux sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je m'interdis même plus rien. Plus rien. Vraiment, je suis même pas là en train de me dire avant chaque post, chaque vidéo, on la Faut regardait comme une fois, 2 fois, 3 fois, on réfléchissait aux mots-clés, aux machins. Je m'en fous si quelqu'un aujourd'hui tombe sur un truc intéressant que j'ai pu dire et qu'il en tire un bénéfice, je serais très content. Et demain, si du jour au lendemain, je ferme tous les comptes, ça me va aussi. Ouais, mais justement, ça te va parce que t'as pas ton business, il tient pas là-dessus. Mon business, avant. Il tient sur tous les efforts de 20, 23, 24 ans de travail acharné et qui a fait que j'ai réussi à avoir aussi un business automatique qui est l'investissement immobilier. Ouais, c'est ça. Alors automatique, sans trop faire rêver les gens, mais maintenant à mon niveau, ça va. Ah oui, non, mais t'es bien. Bah justement, on va y venir dans cette dernière partie de podcast. Le conseil un petit peu que tu donnerais, toi, à quelqu'un qui regarde, ou un jeune, ou quelqu'un soit qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, ou qui voudrait se lancer dans l'immobilier. On rentre plutôt l'immobilier qui est quand même quelque chose que tu maîtrises. L'immobilier d'aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 10 ans, il n'est pas le même qu'il y a 20 ans et il ne sera pas le même dans 5 ans. Et est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, moi je me pose la question, aujourd'hui on me pose la question, Mika, est-ce que ça vaut le coup? Alors je ne suis pas expert en immobilier, je n'ai pas dans l'expertise. Moi les seuls investissements que j'ai fait en immobilier, c'est ma résidence principale et le bâtiment industriel que j'ai, qui est payé par ma structure. Hein. Mais mon gros investissement, mon prochain investissement, c'est peut-être un investissement à Dubaï, tu vois, plutôt que d'investir dans un appart à Paris ou à Metz, ou à me lancer proche de chez. On dit souvent les coachs immobiliers, enfin les experts, où ils te disaient souvent commence l'immobilier en étant proche de chez toi parce que ça te permet d'être pas loin. Enfin, mais aujourd'hui en France, quand tu vois le matraquage fiscal qu'il y a, les nouvelles lois, rien n'est fait pour les entrepreneurs ou pour se lancer dans l'immobilier. Tu vois, à choisir, avec 50 000 euros d'apport, je préfère aller acheter à Dubaï que d'aller acheter... à Dubaï, c'est des plans de financement? Ouais, tu as des plans de financement qui te permettent... En France, tu as encore la... Et c'est un des seules choses qui continue à me permettre l'effet de levier grâce aux banques. Ouais. Voilà, 100% de ton capital est récolté à partir du moment où tu as investi correctement grâce à un bon effet de levier. Il n'y a pas un autre endroit dans le monde, et en plus on a la chance d'y être né, de pouvoir profiter encore de cet avantage. Et attention, les avantages vont vite, à mon avis, disparaître. Période Covid, il y avait des choses anormales qui se sont faites. Un mec qui est au McDo et qui gagne moins d'un SMIC pouvait acheter un appartement quasiment à 70 000, 100 000 euros et faire son premier investissement locatif. Parce que les taux négatifs ou taux entre 0 et 1%. Ouais. Là, le marché, il s'est globalement un peu régularisé. On est sur des taux à 3, 4. Il est monté avec des pics à 4, 5. Mais globalement, c'est des taux normaux, si tu veux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On est dans la normalité des choses. On est dans les taux normaux. Moi, quand j'ai commencé en 2010, on était à 4, 7. Aujourd'hui, ce qu'on signe, là, c'est 3,80. Ça te paraît encore énorme par rapport à tout ce qu'on a pu signer dans les années 2020, 2021, 2022. Mais globalement, c'est plutôt stable. Si tu regardes, il ne faut pas regarder à travers un prisme il y a 2 ans, 3 ans. Regarde l'immobilier en France depuis peut-être 100 ans et vois est-ce que c'est intéressant, pas intéressant. L'immobilier a toute forme de façon de faire de l'immobilier. Il y a faire l'immobilier sans les banques, j'en ai fait beaucoup. Il y a faire de la sous-location, il y a faire de l'opération d'achat-revente. Il y a investir dans ton parc grâce à l'effet de levier. Il y a plein de façons de
de te rendre, entre guillemets, encore maintenant, mais par contre peut-être pas demain. On va dire indépendant grâce à l'immobilier. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de... C'est encore un moyen, c'est vrai, le levier bancaire. Moi, demain, ça disparaît. Là, effectivement, je prends mes affaires et je m'en vais. J'ai plus d'intérêt. Non, mais disparaître, moi, je le vois pas... on ne sait jamais, mais... Tu penses que le Libanais, il y a quelques années, il se disait que son argent était tranquille au chaud dans sa banque. Ah non, mais c'est sûr. Le grec, c'était pareil. Et à un moment donné, ça commence à se rapprocher d'une Europe un peu difficile. Tu n'es pas à l'abri. Et puis, de toute façon, c'est juste même pas... Tu n'as pas besoin d'être un expert. Va dans ta ville de province, regarde combien de guichets ont disparu. Regarde combien de banques ont disparu. De banques physiques. Donc à un moment là, tu n'as pas besoin d'être un expert pour te dire ça peut puer du jour au lendemain. Non, mais c'est pour ça qu'on parle souvent de protection et de protéger son argent. Et moi, dans toutes les personnes avec lesquelles que je peux accompagner, coacher ou autre, il y a cette notion de protection de son argent. Oui, de le placer. Et je pense que c'est intéressant de le placer. Mais le placer, moi, soit dans l'immobilier, soit dans des comptes à l'étranger. Avoir mon immobilier. Alors, tu vois, c'est qu'une question de... Je suis un vieux gars maintenant. Tu vois, c'est une question... je préfère toucher ma voiture de sport. Je préfère, même si c'est pour le coup pas du tout un actif, je préfère toucher mon bâtiment où là je suis sûr de toucher mes rentes plutôt que d'avoir mon compte plein. J'ai très peu d'argent sur mon compte. On est d'accord. C'est pareil. C'est ce que je dis souvent et je le dis toujours, et même à mes collaborateurs, je le dis tout le temps, prenez une partie de ce que vous gagnez, de ce que on vous verse, 10%, 15%, et vous l'investissez, peu importe, de l'immobilier, de la bourse, de la crypto, même donc, si on reste investissement, tu vois. Te dire que c'est encore jouable. Oui, mais alors, tu me conseilles quoi si moi j'ai 50 000 euros à investir, je vais à Dubaï ou je reste en France? T'en fais quoi avec 50 000? Avec 50 000 à Dubaï, tu t'achètes un petit appartement à 135, 140, 150 000 euros, par exemple, tu vois. Tu fais ton premier rapport et ensuite tu as des plans de financement à 2, 3, 5, 7 ans. Ouais, mais avec 50 000 en France, tu achètes 500 000. Oui, c'est la différence. Après, c'est une histoire de patrimoine et qu'est-ce que tu veux en faire. Ouais, c'est là où tu veux aller. Et où tu veux aller. Où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux lever, c'est quoi tes objectifs de vie. Effectivement, si tu veux éviter tout un matraquage, peut-être il faut partir dans un pays où la fiscalité est moins oppressante. Pas de problème. Est-ce que Dubaï restera la bulle que c'est encore pendant 20 ans? Rien ne le prédit. Ni toi ni moi, on n'est pas des Nostradamus. Tous les mecs, les économistes qui te parlent sur les plateaux télé ou les réseaux sociaux, avant tout, ils vendent un premier business. C'est le leur. De la peur, de la crainte, d'un futur qui soit radieux ou pessimiste. Je veux dire, personne ne peut savoir ce qui est bon, pas bon. T'es pas à l'abri demain... que ton bâtiment brûle si tu as acheté de l'immobilier et que ton assurance elle te mette un coup dans le dos de la petite ligne que tu n'avais pas vue et puis finalement tu n'es pas remboursé. Tu n'es pas à l'abri demain que ta banque elle fasse faillite et que ton épargne elle soit avalée complètement. Tu n'es pas à l'abri demain que à Dubaï on te dise attends, tu n'es pas ressortissant dubaïote, tu as acheté un appartement à 130 000 euros, ça vaut rien chez nous, tu n'as ni de carte, tu ni de visa, ni quoi que ce soit. Nous on reprend pour X ou Y raison. Tu l'as bien vu en France, à un moment donné, les Français ils ont repris des propriétés aux Russes. Donc quand tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, sur lequel tu n'as pas de passeport ou de carte d'identité locale, tu n'es pas chez toi non plus, tu vois. C'est un risque. Donc, mais tout est risque. Investissement égale risque. Donc à partir de là, si tu sais que tout ce que tu vas tenter est risqué, va à ce qui te parle le plus, tu vois, avec ce qui fait plus affinité et corps. Ouais, et corps et essence pour toi. Ouais, c'est tout. Faut pas chercher très très compliqué. En plus, plus les mecs réfléchissent, je vais là, oui mais si cela, oui mais ils feront jamais rien. Non mais c'est clair. Donc à un moment donné, trop d'analyse, ça te tue. Donc agis, fais des choses, tente. Ça marche un peu là, ça marche pas là. J'ai essayé. Et puis tu verras. En fait, c'est si tu veux, plus tu feras d'actions, plus tu auras les informations qui te permettent de savoir quelle nouvelle action tu vas pouvoir reproduire. Ni plus ni moins. Fais les actions. Non, mais je suis d'accord avec ce discours, effectivement. Passage à l'action, arrêter de penser, faire, essayer, tenter. Enfin, voilà, c'est un peu le leitmotiv de tout ça. Hassan, je te remercie pour finir ce podcast. Si on veut t'as dit que tu avais
pas disparu, mais que tu étais un peu moins présent. Mais si on veut te retrouver non, un petit peu, il y a un réseau social sur lequel j'aime bien, c'est Instagram parce que les gens sont un peu plus smart. Ok, donc je vous mettrai les amis de toute façon sur la vidéo, sur TikTok, sur tes réseaux, sur YouTube. J'ai rien à vendre, juste du contenu, juste du retour d'expérience. Et puis tous ceux qui veulent acheter le livre d'Hassan, vraiment. Il est plus dispo. C'est vrai ? Ouais. Tiens, ça il est plus dispo. C'est dommage, mais c'est vraiment parce que ce livre, les amis, l'influence financière, en tout cas sur moi, il a eu de l'impact, il a eu un effet. Non, il est plus produit. Et donc c'était c'est dommage parce que moi, en tout cas, il m'a fait réfléchir à certains trucs, à un certain moment de ma vie, et je te remercie pour ça. Et voilà, donc merci à toi en tout cas pour ce podcast. Et puis moi, je vous dis, les amis, à très bientôt pour le prochain épisode.